Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme je l'avais entamé le mois précédent, je reviens sur ce thème des parties entre amateurs. Alors ici ce sera une partie d'Interclub qui a été jouée le 8 janvier 2017, donc il n'y a pas très longtemps. Région nationale 4 entre deux joueurs qui étaient classés 1489, 1598, voilà, pour les blancs et pour les noirs. Et donc au menu, une défense à l'équine. Donc j'ai des questions pour vous dans le milieu de jeu et puis aussi dans la finale. J'ai eu des bons retours sur la première vidéo de partie entre amateurs et c'est vrai qu'on rencontre dans ces parties des erreurs qu'on ne voit jamais dans les parties de grands maîtres puisque les grands maîtres sont passés au-dessus sur ces erreurs-là, ils les font plus, donc on les voit pas et c'est dommage. On peut pas apprendre de ces erreurs. Et donc c'est aussi pour ça que c'est vraiment instructif de voir des parties d'un tout autre niveau. Et c'est parti donc pour cette partie d'Interclub qui a été jouée il n'y a pas très longtemps. Donc la défense à l'équine, c'est ça, cavalier F6, un coup assez provocateur puisque on développe le cavalier d'entrée de jeu et on attaque le pion. Alors les blancs ont différentes façons de jouer, mais le coup largement le plus joué, c'est E5. Donc pour la petite histoire, Alekhine, c'est le nom du 4e champion du monde d'échecs. Et donc il a joué un petit peu cette défense avec les noirs, mais pas beaucoup, hein. Il l'a joué seulement une vingtaine de fois, donc c'est très peu. Donc assez rapidement, ça devait plus trop lui plaire. Voilà, et donc le pion gagne un tempo sur le cavalier qui doit rejouer. On sait que d'habitude on ne doit pas jouer plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture si on peut l'éviter. Voilà, donc les noirs viennent en D5, cavalier quand même se retrouve plutôt bien placé au centre, mais il peut se faire encore attaquer par la suite. Les blancs jouent un coup très logique D4 qui place un deuxième pion au centre. Donc déjà on remarque que les blancs ont mis deux pions au centre contre 0 pour les noirs. Quand on joue cette défense avec les noirs, il faut savoir ce qu'on fait parce qu'on prend des risques quand même en laissant le centre à l'adversaire. Alors la stratégie des noirs, ça va être d'attaquer ce centre ensuite, mais si on ne sait pas trop comment procéder, eh bien on risque de souffrir avec les noirs. Alors justement, au noir de jouer, il joue D6 qui attaque directement ce centre. Ici les blancs ont plusieurs options. Il a joué le coup principal cavalier F3. Voilà, alors on peut rencontrer bien sûr le coup C4 ici qui attaque ce cavalier et qui met encore un pion près du centre. Et après cavalier B6, on a deux variantes. La plus principale, c'est pion prend D6, variante d'échange. Après quoi les noirs peuvent reprendre soit du pion C, soit du pion E. Et puis sinon on a la célèbre aussi variante des 4 pions avec pion en F4. Enfin, tout ceci sont des variantes différentes de l'équine, de cette défense à l'équine. Mais dans la partie, le joueur qui conduisait les blancs a préféré cavalier F3. Ici les noirs ont plusieurs options. Il y a eu fou G4 qui est un coup assez logique pour développer une pièce en clouant le cavalier. L'idée de cavalier F3, c'est que si les noirs prennent le pion E5 assez logique également, et bien il y aurait cavalier prend. Et les blancs se retrouvent quand même avec le cavalier bien positionné au centre. Et alors souvent les noirs vont venir essayer de proposer un échange avec cavalier D7 et de temps en temps les blancs vont carrément repartir avec l'idée que le cavalier D7 gênera les pièces adverses. Voilà. Mais ça va faire un petit peu penser à ce qui va se passer dans la partie. Donc il y a eu fou G4. Et ici les blancs ont joué H3. Alors c'est pas le coup principal, hein. C'est un coup plutôt logique qui pose une question au fou, mais d'habitude, on rencontre plutôt fou E2. Fou E2 qui décloue tout simplement le cavalier et qui prépare un coup très logique, le petit roc. Et je peux vous montrer rapidement la variante principale. Donc ça se passe avec E6 qui prépare la sortie du fou, petit roc justement, fou E7 pour préparer un petit roc aussi pour les noirs, C4 qui chasse ce cavalier du centre, le cavalier doit partir, cavalier C3. Donc on remarque un très bon développement du côté des blancs, mais les noirs ne sont pas en reste, ils sont déjà en train de roquer. Fou E3, alors les blancs ont développé toutes leurs pièces mineures, mais les noirs aussi après cavalier C6, et qui crée certaines menaces sur le pion E5. Donc E prend D, pion prend, donc évidemment on ne peut pas prendre avec une pièce, sinon il y a une fourchette avec C5 derrière, donc on va prendre du pion. Et D5, voilà, les blancs avancent encore
au centre. Et après pion prend, on pourra jouer pion prend, mais cavalier prend. C'est encore plus logique puisqu'on va pouvoir pressuriser ce pion arriéré isolé en D6. Voilà, donc sans doute ici un petit avantage pour les blancs. Dans la partie, il y a eu H3. Les noirs ont joué coup logique de repli fou H5 pour conserver le clouvage. Et les blancs ont tenté une manœuvre, ma foi, intéressante. Fou B5 échec. Alors ils veulent essayer de provoquer le coup C6. Bon, alors il est vrai que ce coup C6 fait partie aussi des coups théoriques des noirs, souvent dans ces variantes d'Alekhine. Donc c'est pas sûr que c'était la meilleure manœuvre, mais il y a de l'idée quand même. L'idée de dire tu peux plus faire cavalier C6 alors que tu aurais probablement aimé jouer ce type de coup pour pressuriser mon centre. Quand même, idée intéressante de la part du joueur qui tient les pièces blanches. D prend E5 joué par les noirs. Alors c'est pas forcément la meilleure idée puisque ça va justement permettre ce coup qui prend E5 souhaitable pour les blancs. Donc il vaudrait mieux peut-être jouer un coup comme cavalier D7 pour pressuriser. On menace probablement fou prend F3 suivi du gain du pion en E5 avec la double attaque. Et les blancs doivent prendre, jouer C4. Et ok, les blancs vont sans doute roquer. Et ils ont toujours leur pion plus avancé au centre. Donc ils ont sans doute un petit avantage. Dans la partie, donc il y a eu pion prend E5, cavalier prend E5. Les fous sont en prise, il faut échanger. Dame prend E2 et pion E6. Les blancs rock. Voilà, alors pour l'instant c'était assez bien joué de la part des deux joueurs. Et si les noirs ont commis la première imprécision de la partie avec un coup très impulsif, dame H4. Voilà, donc il veut aller taquiner le pion du centre et peut-être se rapprocher aussi du roi blanc, mais il a développé une seule pièce, c'est le cavalier. Du coup, il est assez improbable que ça porte ses fruits. Alors, est-ce qu'il a eu une autre idée de jouer cavalier F4? Peut-être que ça peut être une idée, mais tout ceci est assez dangereux d'attaquer avec seulement deux pièces. Même si on attaque avec les deux pièces, c'est prématuré. Voilà, et on va voir que les blancs vont pouvoir profiter de la situation. Donc d'ailleurs il y avait au moins deux façons d'en profiter. Alors dans la partie il y a eu dame F3 qui ne se concentre pas sur le pion D4 mais qui contre-attaque là-bas sur le pion en F7 évidemment. Les noirs ne peuvent pas autoriser cette capture en F7 puisqu'en plus dans la foulée la dame pourra aller prendre en B7 et sans doute encaisser, enfin éventuellement encaisser la tour. Donc ça fait trop d'attaque tout ça. Donc les noirs ont joué dame F6. Alors pour la petite histoire, les blancs pouvaient aussi, en réponse à dame H4, jouer tour E1, coup très naturel, on développe une pièce et on développe la tour sur la colonne semi-ouverte, et l'idée après dame prend D4, vous pouvez la deviner, c'est cavalier prend F7, voilà, on a beaucoup de sacrifices, et puis si le roi prend, on fait un mat avec la dame, un mat du guéridon, si je ne m'abuse, puisque le roi est bloqué par deux de ces pièces comme ça sur les côtés, qui est un cousin du mat des épaulettes, voilà, qui est différent. La dame fait une attaque en verticale, là elle fait une attaque en diagonale. Dame F3 joué dans la partie, dame F6, et voilà un exercice pour vous. Vous avez les blancs, vous pouvez mettre la pause sur la vidéo. Qu'est-ce que vous jouez? Donc eh bien le bon réflexe c'était de garder la dame, donc c'est vrai que dame prend F6 ça aurait pas été une bonne idée. En plus il pouvait prendre du pion pour chasser le cavalier, donc c'était pas une bonne opération. Après il peut mettre sa tour sur la colonne G semi ouverte, c'est pas terrible. Donc dans la partie il y a eu dame B3, bien joué, voilà, donc c'était le meilleur coup, hein. On refuse l'échange des dames et on attaque ce pion en B7. Alors pourquoi c'est bien de refuser l'échange des dames? Parce qu'on est mieux développé, on a déjà roqué, tandis que le roi noir est encore plein centre et il n'est pas encore en position de roquer. Donc c'est mieux de garder les dames pour éventuellement l'attaquer. Voilà. Aussi une autre règle, c'est que souvent quand on avance de développement, on n'est pas trop favorable aux échanges de pièces. Alors les noirs doivent se défendre contre cette attaque de dame prend B7, ils ont joué dame E7, qui n'est pas très agréable, puisque se positionne devant le flou, donc on peut dire que les noirs ici ont un peu raté leur début de partie, mais bon, c'était pas mieux de jouer d'autres coups, hein. Si on jouait B6, tout simplement les blancs allaient chasser ce cavalier, et puis les blancs sont en très très bonne position avec le cavalier au centre, les deux pions, et ils vont pouvoir sortir les autres pièces assez rapidement. Donc et sur cavalier B6 qui essaye d'interposer, c'est pas mieux, puisqu'après A4 on a un gros problème, vu que
Il y a A5 qui arrive sur nous, et puis on peut pas jouer A5 sinon on perd le cavalier. Donc on est sous grande pression ici, après seulement 13 coups avec les noirs. Donc il y a eu Dame 7, C4, cavalier B6 et cavalier D2. Bon, c'était une question, est-ce qu'on pouvait jouer cavalier C3? Peut-être que c'était sans doute une autre possibilité. Il y avait Dame B4 peut-être qui gênait. Qui gênait les blancs. D'ailleurs, ça a été joué un peu plus tard aussi dans la partie. Alors, cavalier D2. Donc, il veut aller peut-être chercher la case F3. Une autre idée, c'est pour être aussi cavalier E4, mais cavalier E4, on pouvait aussi le faire par l'autre côté. Alors que par ici, voilà, peut-être cavalier F3 pour cavalier G5, ça peut être une attaque intéressante. Donc cavalier 8 D7 joué par les noirs pour essayer d'échanger justement ce fort cavalier. On sent toujours essayer d'échanger les bonnes pièces de l'adversaire. Cavalier DF3 joué et pouvait faire mieux. Donc vous pouvez mettre la pause pour vous exercer. Qu'est-ce que vous auriez fait ici avec les blancs? Alors, eh bien, je vous avais mis sur la piste tout à l'heure, parce que je vous avais dit que quand on avait une avance de développement, ce qui est le cas des blancs ici, on essayait de pas échanger trop de pièces pour pouvoir justement utiliser nos pièces pour attaquer, profiter de l'avance de développement. Si on échange toutes les pièces, notre avance de développement risque de pas servir à grand chose et même elle risque peut-être de s'évaporer. Donc cavalier D3 dans cette optique, c'est un très bon coup qui empêche ce coup d'éventuelle simplification des noirs de Dame B4 et qui laisse ce cavalier D7 un peu en arrière, cavalier B6 pas terrible, la dame mal placée. Donc ici on va continuer sans doute par cavalier F3 et on a une très très bonne position avec les blancs. Après par exemple cavalier F6, cavalier F3, on a un net avantage, hein. Les noirs sont embourbés là, c'est pas du tout évident pour eux de jouer comme ça avec un manque d'espace. Donc quand on a un avantage d'espace, comme c'est le cas ici avec les blancs qui ont avancé leurs pions beaucoup plus que les pions noirs, eh bien une règle importante c'est d'essayer de refuser les échanges. Donc voilà, vous avez déjà deux pistes sur quand faut-il plutôt échanger ou ne pas échanger. Eh bien, déjà si vous observez l'avance de développement et l'avantage d'espace, ça vous donne déjà des indications. Donc cavalier DF3 joué dans la partie, les noirs auraient peut-être pu échanger en E5, mais ils ont fait ce fameux Dame B4 pour proposer un échange de dames qui soulagerait leur position, mais refusé très juste titre encore une fois par les blancs, bien joué. Et maintenant on va pouvoir sans doute gagner des coups sur cette dame avec des coups comme A3 ou fou D2. Cavalier prend E5 finalement joué par les noirs, cavalier prend E5 répondu par les blancs, et ici les noirs n'ont pas trop trouvé quoi faire, et c'est vrai que c'est pas évident de leur donner un bon conseil. Bon, la sortie du fou paraîtrait assez naturelle, mais déjà il faut faire attention où on se positionne. Donc j'ai analysé par exemple le coup fou D6, sachant que la fourchette ne fonctionne pas bien puisqu'on va échanger en E5. Fou D6 c'est assez logique aussi pour essayer d'échanger ce toujours fort cavalier en E5 qui a remplacé l'autre. Il y aurait A3. Et après, on se rend compte que la dame n'a pas non plus tellement de cases. Et après dame A5, on pourrait jouer un joli coup B4. En fait, avec l'idée que s'il fait fou prend B4 en se disant qu'on est cloué, eh bien ça va se retourner contre lui. On va jouer C5 et après cavalier D5, fou B2. On protège la tour, du coup on attaque le fou n'a pas beaucoup de choix. Et après fou C3, on va jouer cavalier C4 pour dévier la dame de la défense du fou. Et le fou est perdu, ce serait la même chose sur un coup comme fou D2, puisqu'on ferait une fourchette de cavalier. Voilà, donc des problèmes ici pour les noirs, avec leur mauvais placement de pièces. Mais après B4, cependant, ils peuvent jouer dame A4, et ils résistent. La dame n'est pas très confortable, la dame noire, mais ça joue. Sinon F6 pour essayer de chasser le cavalier pour gagner pourquoi pas le pion en C4 avec la double attaque, mais fou D2 permettrait de résoudre ce problème. Donc ok, les noirs ont joué cavalier D7. Vous voyez sans doute le problème de ce coup. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez mettre la pause pour le chercher. Et donc il va avoir cavalier prend D7 et roi prend D7 et le roi noir se retrouve
déroqué, c'est la mauvaise nouvelle pour les noirs. Et donc, eh bien, pour la peine, exercice pour vous de nouveau. Donc, vous pouvez mettre la pause pour chercher quoi faire avec les blancs. Après ce coup, roi prend D7. Alors, le roi étant déroqué, on doit essayer d'ouvrir la position pour l'atteindre. Dans la partie, il y a eu A3 joué par les blancs. Ça ne répond pas vraiment à l'objectif, même si c'est jouable. Et donc, si vous avez trouvé le coup qui tente d'ouvrir les lignes sur le roi D5, bravo à vous. Et donc le pauvre roi noir déroqué, alors c'est assez tragique la position des noirs, hein. Deux tours pas développés, un fou pas développé, juste la dame sortie qui va pouvoir se faire attaquer et le roi déroqué, donc en fait il n'y a pas beaucoup d'avantages et de points positifs dans la position noire. Et après D5 ça va être très dur. Alors un exemple de variante, c'est prendre D, c'est prendre D, tour C8 attaque la dame, et bon, pion prend aussi c'est échec, le roi ne peut pas prendre sinon la tour est perdue en C8, donc pion prend, tour échec, voilà, développe sur gain de temps, fou D6. Notez que les blancs n'étaient pas non plus ultra développés, ce qui laissait, on va dire, quelques maigres espoirs aux noirs de survivre. Évidemment, si les blancs avaient activé toutes leurs pièces, ce serait complètement perdu pour les noirs. Mais dame D3, tour C6 pour barricader, parce qu'il y avait peut-être quelques menaces de chasser cette dame. Et puis dame G3, par exemple, la dame peut se promener ici puisque le fou est cloué. Attaquer le pion en G7, préparer un coup comme fou F4. C'est un net avantage pour les blancs qui vont avoir bien sûr une très bonne attaque. Donc bien joué si vous avez trouvé D5. Dans la partie il y a eu A3, dame A5, fou F4, le joueur des blancs développe son fou, dame F5 joué par les noirs. Et nouvel exercice pour vous, qu'est-ce que vous faites si vous avez les blancs? Alors, eh bien, j'espère que vous n'avez pas échangé les dames. C'est ce qui s'est passé dans la partie. Alors, il y a un argument pour échanger les dames, tout de même. Hein, c'est que après pion prend F5 forcé, on reste avec un 4 contre 3, donc une majorité. Tandis que le 4 contre 3 des noirs n'est pas un véritable 4 contre 3. Ça c'est pas un 4 contre 3 qui permet de créer un pion passé, puisque tout est en face. Et ça fait penser tout à fait à la structure de la partie espagnole variante d'échange, mais en inversé par rapport à l'aile roi et l'aile dame. Voilà, sinon c'est exactement le même type de structure, et donc c'est favorable pour les blancs d'avoir un 4 contre 3. Donc c'était l'argument sans doute des blancs pour échanger les dames. Malheureusement c'était pas la meilleure idée, et donc si vous avez joué des coups de dame pour refuser l'échange de dames, eh bien c'est bien. Donc il est vrai qu'on a un fou aussi en prise. Donc bon, on peut jouer dame D2. En dame D2 c'est très bien, on protège le fou, on garde la dame, donc c'est la mauvaise nouvelle pour le roi déroqué. Et puis on va préparer une ouverture des lignes à un moment donné avec D5. Peut-être même au prochain coup on peut jouer ça, parce que même si il fait pion prend dame prend par exemple, on peut bouger la dame, préparer des tours D1, clouage de dame. Donc ce serait bien sûr très dangereux pour le roi noir, donc une forte attaque pour les blancs sans doute ici. Et même encore mieux, on peut jouer dame B3, donc bravo si vous l'avez trouvé, puisqu'on abandonne le fou, mais on menace une double attaque entre la tour et le roi. Et alors il doit jouer un coup comme B6, et on va sauver notre fou tranquillement, on va le sécuriser ici. Et puis plus tard on va bien sûr préparer, par exemple on va faire des coups comme tour D1, tour C1, et puis préparer ce fameux D5. Et ça va être sans doute très très dur pour les noirs de se défendre. Donc dommage. Alors ça c'est une chose importante que vous pouvez retenir de cette partie par rapport à l'échange des dames. Et bien tout simplement il faut regarder la sécurité des deux rois. Et si le roi de votre adversaire est moins sécurisé que le vôtre, en général vous refusez l'échange des dames. Voilà, c'est le bon conseil. Ici les blancs ne sont pas assez concentrés là-dessus. Ils ont voulu se concentrer sur la majorité. Et donc on atteint cette finale de tour fou avec une majorité pour les blancs. Alors je vais essayer de ne pas déborder trop dans les analyses de la finale, car ces finales c'est toujours assez compliqué. On va voir que ça va se modifier, le matériel va se modifier, il va y avoir une finale un peu différente qui va survenir. Alors à noter qu'ici il y avait une bonne option pour les blancs dans la partie du tour AD1, coup assez logique pour soutenir la poussée du pion. Mais en fait, on pouvait pousser tout de suite
Et c'était vraiment instructif de se dire, même sans les dames, en fait, j'ouvre quand même pour profiter de la position du roi noir et du sous-développement des noirs. Et après, par exemple, c'est prendre des 5, on va placer le tour à D1 comme ça en intermédiaire pour enchaîner un tour prend qui gagnera peut-être un tempo sur le pion, puis doubler. Et ça, c'est net avantage pour les blancs. Donc j'ai essayé un autre coup fou D6 pour les noirs qui développent. Je propose un échange. Alors ici, c'est pion prend, roi prend. Donc bien sûr, on ne pourrait pas prendre avec le pion parce qu'on perdrait le fou. Donc roi prend, échange des fous. Tour à D1 échec, roi C7, ok, ça a l'air plutôt sécurisé pour les noirs, mais là, tour D5, donc gagne un coup, voilà, comme tout à l'heure sur le pion, après G6 protège, tour FD1, donc menace, tour D7 échec qui serait trop fort, et les noirs ne peuvent pas accepter ce coup, donc ils jouent tour en D8, l'une des deux, ça change pas grand chose. Et alors ici, un nouvel exercice pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez les blancs, vous pouvez mettre la pause. Alors si vous avez compris qu'il fallait échanger toutes les tours pour gagner la finale de pion, vous pouvez vous accorder un bon point. Voilà, donc à noter que pour la petite histoire, l'ordinateur, au début, quand on lui présente cette position, n'est pas très convaincu que ça gagne, mais bon, par exemple, on peut jouer F4 pour fixer plus, et puis pour dégager le chemin pour le roi. On va venir avec le roi, on a une majorité à 3 contre 2 sur l'aile dame. Donc normalement on va tout simplement gagner cette finale de pion avec une majorité. Lui il n'a pas de majorité, il va pas pouvoir créer quelque chose. Voilà, si on joue bien avec les blancs, on va bloquer. On peut montrer par exemple, s'il essaye de faire G5 comme ça, en espérant qu'on prenne pour dédoubler, dans ce cas là il va obtenir, si on prend, un 3 contre 2, donc une majorité lui aussi, la partie sera sans doute nulle. Mais là on va pas bouger en fait, on va faire ça. S'il prend, bon bah il aura deux pions doublés bloqués qui serviront absolument à rien, donc pas de majorité. Et puis on va laisser comme ça. Alors la seule chose qu'il faut faire attention, je voulais pas déborder, et ça c'est des analyses que j'avais même pas mis au départ, donc je vais essayer de pas aller trop loin, mais il faut juste faire attention à ce coup H4 qui risquerait de créer des pions passés à un moment donné. Donc si vous voulez bloquer la situation, vous faites H4 vous-même, et maintenant tout est verrouillé. Voilà, il va plus rien se passer, les noirs vont créer 0 pion passé. Ils n'ont plus de possibilités pour créer quelque chose. Le 4 contre 3 va aboutir à rien du tout, tandis que le 3 contre 2 va certainement aboutir à un pion passé tôt ou tard. Voilà, donc variante instructive avec D5 très vite pour forcer sans doute déjà l'échange des fous, et puis après, si possible, l'échange des tours, et on gagne la finale grâce à la majorité. Auquel cas, le coup d'un point F5 des blancs sera avéré finalement un bon coup quand même, d'un point de vue théorique sans doute un peu moins bien que garder les dames pour jouer sur le roi des roquets, mais il y a de l'idée quand même derrière le coup. Alors dans la partie il y a eu tour à D1, ça va moins bien se passer par contre dans la partie pour les blancs. Alors il y a eu fou D6, donc le même coup, fou prend, roi prend. Ok, D5, alors on n'est pas très loin de la variante de tout à l'heure, mais c'est pas tout à fait pareil. Et les noirs vont bien répondre ici. Alors à noter ici que ça aurait pu être intéressant pour les blancs de jouer C5 échec. Un coup paradoxal, d'habitude on fait pas ça car le roi noir obtient une superbe case en D5. En fait, il y a une petite idée de jouer tour 5 échec. On menace aussi tour 7, donc les noirs doivent contester la colonne avec un coup comme tour 8. Et ici, on va placer un joli coup, tour 5 échec quand même, pour ouvrir la colonne D sur le roi. On profite du positionnement du roi, donc ça paraît assez paradoxal tout ça. Et après, puis on prend échec, roi prend, on va pouvoir rentrer sur la 7ème rangée. Et bon, on a quand même sacrifié un pion pour ça, donc on n'a pas des chances de gain incroyables. On va avoir un léger avantage sans doute grâce à la tour sur la 7ème rangée. Je sais que c'est la position préférée pour les tours, parce qu'il y a plein de pions à attaquer. Voilà, sinon un coup solide ça aurait été tour F1. Mais bon, il n'y a pas grand chose d'avantage pour les blancs. Symboliquement, la majorité, c'est égalité apparemment. Donc dans la partie, il y a eu D5. Et alors, les noirs ont répondu par le coup C5. Alors c'est vrai que c'est pas si évident de jouer ici autre chose. Donc ils ont bloqué le jeu, mais d'habitude on fait pas ça. C'est-à-dire qu'on se dit quand même, je vais pas laisser ce pion en D5 qui s'appelle un pion passé protégé. Il bénéficie de la protection d'un autre pion. Et ça c'est très fort dans les finales en général. Mais ici, ça va
ça va se retourner contre les blancs, de manière un peu inattendue. Alors, il y a eu tour FE1, coup naturel pour prendre la colonne. Et là, vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher un coup un peu plus difficile. Voilà, une suite de coups un peu plus difficiles pour essayer de profiter de la situation avec les noirs. Comment les noirs peuvent jouer ici de manière très intéressante pour l'initiative et profiter de cette situation qui a l'air pourtant au premier coup d'œil favorable aux blancs. Alors, si vous avez trouvé le coup B5, bravo, c'est un super coup. En fait, c'est grâce à ça que cette construction avec le roi en D6 et ce duo de pions qui normalement est très fort, on va le casser avec B5. En fait, on va se proposer de le casser et on va prendre l'initiative. Donc B5. S'il fait B3 pour protéger tranquillement, on va juste échanger et prendre la colonne en premier en fait. Probablement. Ou encore plus fort des fois, c'est d'abord faire tour B8 pour préparer l'échange et préparer la rentrée de tour. Ce qui ferait que les blancs devraient faire peut-être un coup un peu moche comme tour B1 et on ne saura pas trop ce que fait la tour en B1 tant que les noirs n'ont pas pris. Et donc les noirs pourraient préparer peut-être des coups comme tour B6 doublement des tours. Ça serait peut-être juste tout simplement un plan génial pour les noirs. Bon, j'avais dit que je voulais pas rentrer trop dans les détails, mais là c'est assez difficile pour moi de ne pas vous montrer ce plan où on laisse la pression et on double et après ça va être très très fort de prendre. Alors je voulais montrer ce qui se passait si les blancs faisaient C prend B5, puisque finalement c'est un sacrifice de pion de la part des noirs, et un tour HB8, et après A4 protège le pion. Est-ce que vous devinez le coup des noirs? Donc c'est A6, et oui, et c'est un peu comme un Gambi Benko en fait, c'est assez marrant. Pardon. Il y a les deux tours sur les colonnes A et B, dans l'ouverture du Gambi Benko comme ça, et puis on est en train d'essayer d'ouvrir les colonnes. Et après, puis on prend A6, on prend en B2, et regardez les pions blancs, c'est un cauchemar. Ils sont deux pions doublés isolés et un pion isolé. Tout est fragilisé, c'est affreux, on peut perdre ce pion bientôt. Ce pion D5, on doit le tenir avec la tour, du coup pendant ce temps-là, la tour peut pas faire autre chose. L'autre tour peut pas rentrer pour l'instant dans la position adverse. La tour noire est très active, ils ont un pion passé en C5, ils peuvent faire tour A2. C'est un cauchemar, voilà. Donc B5, c'était un super coup pour les noirs. Et ce thème de déstabilisation du duo de pions est à retenir. Voilà, donc il y a eu tour H8 dans la partie contestation classique de la colonne ouverte. Roi F1. Tour E4, coup intéressant de la part des noirs. Ils utilisent le pion F5 doublé qui fait pas forte impression, mais qui permet quand même d'amener la tour ici sur la colonne pour préparer éventuellement un doublement à un moment donné. Et on attaque tout simplement le pion C4. Donc à noter qu'il aurait pu faire aussi A6 pour jouer pour B5, c'était la meilleure idée selon l'analyse. Mais il y a eu tour E4, tour prend E4, pion prend E4, alors ça dédouble les pions. Voilà, du coup, bon, bah, l'idée de départ des blancs, c'était de jouer avec une majorité, certes a abouti à un pion passé protégé initialement, mais maintenant les noirs ont eux aussi un 4 contre 3, avec l'espoir donc de faire un pion passé avec ces coups de pion. Tour E1, bon, qui attaque le pion, mais roi E5, favorable pour les noirs. Peut-être mieux de faire roi E2. Et j'ai un exercice pour vous encore, F5, roi E3. Et si les noirs font G5, qui n'est pas un très bon coup. Ok, j'ai fait une analyse à base de roi E5 qui est assez amusante, qu'on va montrer. Donc ici, il y aurait F4 échec bon coup. C'est assez hallucinant parce qu'on laisse créer un pion passé protégé aussi chez l'adversaire. Et c'est vraiment très amusante maintenant que chacun a le roi bloqueur et chacun peut jouer pour ce levier déstabilisateur du duo de pions. Donc G4, super coup en fait. Et la bonne réponse ici c'est B5, déstabilisation contre déstabilisation. Et après G prend F, B prend C, on a une petite variante un peu symétrique, très amusante. Et maintenant les blancs jouent tour G1, profitent en premier parce que c'est celui qui agit en premier un peu dans ces situations. Et là c'est désagréable pour les noirs, il faut jouer un coup un peu moche comme tour G8 et après F6 on doit jouer G6 et après F5. Les blancs ont un petit avantage. Voilà. Bon alors la question que j'ai pour vous c'est que se passe-t-il si les noirs jouent non pas roi E5 mais G5? À vous de mettre la pause pour trouver le bon coup des blancs ici. Alors si vous avez trouvé H4, bien joué. Très bon coup, en fait on veut essayer de déstabiliser les pions noirs qui font plutôt forte impression ici. Donc un autre coup de déstabilisation ça aurait pu être tenté G4.
J'ai pas d'ailleurs analysé ce coup, ça peut être peut-être une idée, j'imagine qu'il va prendre G4. Ouais, il peut jouer aussi apparemment tour F8. Puis si on prend, on peut pas vraiment prendre E4 parce qu'on perd F2 dans la foulée. Et ok, ça a l'air d'être assez équilibré. Mais H4, super coup en fait. Et s'il protège tranquillement, on va échanger et on va arriver en premier sur la colonne et on va pouvoir faire des actions avec la tour, donc position intéressante pour les blancs. Ok, je suis rentré dans les détails beaucoup trop. Donc tour 1 joué dans la partie, roi E5, F3, attaque le pion cloué, F5 protège, pion prend. Et tour E3, qui n'était pas la très bonne idée car la tour va pas se retrouver très bien placée ici, il va y avoir roi D4 qui va arriver sur elle. C'était plus sûr de faire tour D1 tout simplement pour empêcher l'infiltration. En plus on sait que la tour doit se mettre derrière le pion passé, ce qui fait que dans certaines circonstances, pourquoi pas, on pourrait se faire la malle avec le pion soutenu par la tour. Justement, on devrait jouer tour D8 pour éviter ça, puis après roi E2, la position est complètement équilibrée. Il y a eu tour E3, roi D4, tour C3 protège le pion. Ok, la tour est passive et on sait que dans ces finales de tour, on doit absolument éviter de jouer des coups passifs. Il faut absolument essayer de chercher des coups actifs. Donc là, ça commence à mal tourner pour les blancs. Tour B8 de la part des noirs et roi E2. Donc bon, il fallait replacer la tour pour espérer avoir une égalité. Dans la partie, il y a eu roi E2. Et après B5, on va se rendre compte du problème, c'est que la tour n'a rien à faire. Et puis il y a le pion B2 qui va traîner après, éventuellement. Donc très bien joué B5 de la part des noirs. Et puis maintenant, ça va aussi déstabiliser le duo de pions. Donc la position blanche est en train de s'écrouler. Mauvaise nouvelle. Il y a eu C prend B. Bon, il y avait d'autres options, mais c'était pas tellement mieux. Tour prend B5, tour C2. Donc ok, on doit protéger ce pion. Et roi prend D5, voilà. Les noirs ont cassé ce duo de pions C4 D5 grâce au coup B5 et ils ont gagné un pion par la même occasion. Donc au départ le pion D5 passé protégé faisait forte impression pour les blancs, mais rapidement quand on s'est rendu compte que ce levier B5 allait arriver avec un roi noir très bien placé juste devant le pion, et ben c'était fragilisé. Donc tour D2 échec. Maintenant il faut défendre une finale avec un pion de moins, c'est pas évident. Roi E5, même si on sait qu'on a souvent des chances. Tour C2, bon, ça manque un peu d'activité, tout ça. C4 tenté par les noirs. Donc c'est un peu la question, est-ce que les blancs doivent prendre en C4 bon, j'ai pas analysé 100% des variantes. Apparemment A4 joué, c'était une autre idée. Et il y a eu tour B3, dommage. Les noirs se précipitent en fait. Tour B3, ils auraient pu jouer tour B4. Protège, attaque, continue de mettre la pression sur B2. Et la tour blanche et le roi blanc sont très passifs. Et donc c'est toujours une très mauvaise nouvelle quand on est passif comme ça. Et je vais montrer une illustration de ce qui pourrait se passer. Donc par exemple A5 pour sauver le pion. Et G5 pour améliorer la position. Roi E3, H5 pour améliorer la position. Donc les noirs font ce qu'ils veulent en fait. Donc ils peuvent avancer leur pion. Un moment jouer tour B3 échec. Puis rentrer le roi en D4. Et puis sur un tour échec, couvrir avec la tour. On peut évidemment pas échanger les tours, on doit revenir en C2, E3, et on doit jouer des coups comme ça. Et après tour B3, soudain, on est très proche du Tsuksang. On peut plus bouger la tour, sinon on perd le pion. On peut pas bouger le roi, sinon il va rentrer. Roi D3, ça va être affreux, on va perdre. Puis dès qu'on va jouer un pion, en fait, on va être quand même en Tsuksang, il va pousser l'autre pion, en fait. Hein. Donc par exemple H4, G4, et soudain, on est en Tsuksang total. Donc voilà comment pourrait se finir cette finale. Les noirs, vous avez vu, ils doivent pas se presser. Jouer tranquillement, améliorer la position, et les blancs sont tellement passifs. Ils peuvent rien faire en fait, ils peuvent pas s'activer. Tour B3 donc un peu précipité. Et après tour prend C4, cette fois les blancs ont décidé de prendre ce pion. Il y a eu tour prend B2 échec, bon assez naturel. Et en fait il y avait beaucoup mieux, il y avait roi F4. Voilà, donc l'activité avant tout aux échecs. Donc finalement on pouvait prendre un pion, mais vaut mieux s'activer avec le roi. Prendre des cases importantes ici. Peut-être à un moment venir s'infiltrer en G3. Ou en E3 si on place un tour prend en échec. Et justement ici c'est un très très bon exemple par rapport à l'activité et à la passivité. Ce sera la chose principale que vous pourrez retenir de cette finale. C'est que les blancs ne doivent pas jouer un coup passif comme tour C2. Puisqu'ils vont perdre à petit feu sinon. Un peu comme tout à l'heure quand la tour était en C2 et qu'elle n'avait rien d'autre à faire que défendre le pion. Donc le travail d'une tour dans une finale, c'est pas défendre des pions. C'est aller attaquer des pions, embêter le roi de l'adversaire. Voilà, faire des choses actives, dynamiques. Des attaques, pas rester comme ça en défense sans bouger. G5,
Donc voilà, autre illustration de la passivité des blancs. Donc les noirs peuvent avancer petit à petit tous leurs pions et puis attaquer le pion A, encaisser le pion A. Alors les blancs tentent de s'activer mais trop tard en fait, il y a E3 échec. Tour B4 rattaque ce pion et puis donc on peut tenter un truc actif, mais le problème c'est que maintenant on va se faire ramasser tous les pions et les noirs en auront au minimum 2 de plus à la fin contre 0. Voilà, donc il faudrait plutôt jouer un coup. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut chercher comme type de coup dans ces finales? Alors c'est pas facile, mais il faut chercher des coups actifs. Alors un coup actif, ça pourrait être tour C7. Bon, j'ai vu que c'était pas extraordinaire parce qu'il va pouvoir faire tour prend échec suivi tour roi E3, ça va être désagréable. Mais plutôt G3 échec pour combiner les idées en fait. De dire, allez, j'essaie de dévier ton roi, comme ça je pourrais placer tour C7. Ou plutôt sur tour prend G3, on place tour C7 maintenant, voilà. Et après à 5, on peut le passer tour à cet échec pour faire reculer ce roi. Ensuite sauver ce pion. Et puis embêter comme ça. Voilà, on a une belle tour. Elle protège B2, elle attaque G7. Son pion va nulle part. Il n'a plus grand chose à tenter avec sa tour. On peut aller aussi s'en prendre éventuellement à l'autre pion. Le roi sait pas trop comment rentrer. Voilà, ça c'est de l'activité. Sinon sur roi prend G3, on peut placer ce tour C7. Voilà, encore une fois. Maintenant, en fait, on abandonne. Regardez, on a des pions en prise, mais on les laisse. On n'est pas en train de les défendre. On veut plutôt aller attaquer plein de pions là-bas en retour. Et après tour prend B2 échec, en fait, on peut monter le roi pour venir nous aussi attaquer. Donc maintenant, il y a 3 pions noirs attaqués. Donc même si on en a 2 de moins, ça va. Donc il en prend un. On prend en G7 et on attaque tous ces pions maintenant. Grâce à notre jeu actif, on attaque 3 pions. Du coup, on va pouvoir en prendre au moins un et en fait on attaque encore un autre, donc ça l'oblige à faire un coup de défense un peu moche comme ça et on fait facilement un match nul dans cette finale. J'ai mis par exemple ça et puis on pousse notre pion jusqu'à une case de la dame et comme on menace échec suivi d'une dame, il est obligé de se cacher derrière ses pions et il peut jamais gagner cette finale. Voilà, donc intéressante analyse à base de roi F4 où les deux joueurs combattent pour l'activité. C'est ça les finales de tour, hein. Quand on a roi et tour contre roi et tour, le roi et la tour doivent à tout prix se montrer le plus actif possible. On va juste montrer la fin de la partie où il s'est passé moins de choses. Donc tour prend B2 échec, qui n'était pas la bonne idée. Le roi s'active ici. Alors pour la petite histoire, le roi n'a plus de cases en fait autour de lui et des fois c'est un pat célèbre. Voilà, des fins de partie où il y aurait moins de pions. On pourrait abandonner le pion et finir en patte avec ce roi. Tour prend G2 joué dans la partie, tour prend E4 échec, bien sûr, on encaisse le pion passé et puis on va protéger. Donc maintenant il n'y a que un pion de moins pour les blancs. En plus on a échangé 2-3 pions, du coup il en reste de moins en moins et du coup ça favorise la défense. Moins il y a de pions, plus la défense se rapproche d'une partie nulle. Donc il y a eu H6, roi F3. Et ok, on va montrer juste la fin de la partie. Les noirs n'ont pas réussi à utiliser leur pion supplémentaire. Ils ont fait tour E5, c'était pas une très bonne idée. Il valait mieux tenter peut-être tour H5 pour mettre la pression sur le pion. Mais ok, sans doute, les blancs ont des très bonnes chances. Tour E5, tour F7, ok, G6, tour H7. On pouvait jouer tour G7 pour assurer un match nul, mais il n'y a pas de problème non plus particulier avec tour H7. Il aurait dû tenter encore tour H5 avec quelques petites chances. Il a fait H5 et après tour G7 échec, roi 5 échec, roi E3. Il a tenté G5. Voilà, la percée. Là, les blancs ont fait H prend G. Ils pouvaient aussi faire tour prend avec une variante importante qu'on va montrer. Donc en cas d'échange, en fait, on peut se dire le pion éloigné pourrait faire gagner les noirs dans cette finale, mais comme c'est les pions du bord, en fait, il suffit qu'on revienne sur cette case C1 avec notre roi et on assurera le match nul. Et là, on y arrive juste à temps. Donc on prend le pion et on revient à toute vitesse sur cette case C1. Bam, voilà, on l'a atteint. Donc c'est bon, on fait match nul. Soit on va se rapprocher, soit il ne pourra pas continuer à avancer son pion. On pourrait vérifier ça tranquillement si vous n'êtes pas sûr. Donc H prend G joué dans la partie. Il y a eu H4, tour H7, tour prend. Et ok, maintenant c'est juste un match nul. Tour pion contre tour pion, en plus des pions du bord. Alors pour la petite histoire dans la partie, c'est les blancs qui ont gagné le pion de l'adversaire, mais après roi B4, tour A8, tour A3, les noirs récupèrent le pion et ça finit par un match nul. Voilà pour cette partie avec beaucoup de choses instructives à l'intérieur. Donc vous voyez un peu dans les parties d'amateurs, il se passe plus de choses entre guillemets. Enfin c'est des choses différentes en tout cas. Et on peut voir plus d'erreurs, donc on peut apprendre plus de choses finalement.
selon le niveau qu'on a, mais la plupart des joueurs voilà, peuvent apprendre plus de choses à l'intérieur des parties d'amateurs qu'à l'intérieur des parties des super grands maîtres. Donc match nul plutôt équitable, puisque au départ les blancs avaient pris l'avantage. On a vu cette position avec le roi noir déroqué, où les blancs ont pu garder les dames pour essayer d'ouvrir sur ce roi déroqué et faire une attaque sans doute terrible. Après l'échange des dames, sur le moment, ça avait l'air intéressant puisqu'on crée une majorité à 4 contre 3 alors que l'adversaire n'en avait pas. Mais on a rencontré cette situation paradoxale où le roi bloque le pion passé protégé et où on peut utiliser le coup de rupture de pion pour essayer de déstabiliser le duo de pions. Donc voilà, intéressante situation. Puis dans la finale de tour, on retiendra principalement, j'espère que vous l'aurez retenu, qu'il faut jouer de manière active. C'est vraiment le leitmotiv dans ces finales de tour. Alors des parties d'amateurs, j'en ai en stock. J'en ai au moins 2 qui sont magnifiques avec des rebondissements incroyables. Donc je vous les ferai bientôt en vidéo. Donc guettez ça. Vous allez voir des retournements de situation de folie qu'on voit jamais en fait dans des parties de forts joueurs, de joueurs maîtres internationaux par exemple, ou maîtres internationaux. Donc restez connectés par rapport à ça. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire pour conclure cette vidéo, c'est que je recommence mes conférences mensuelles sur un thème. Donc c'est des masterclass, c'est en partenariat avec le site d'Europe Échec et le site Egg One School. Donc si vous allez sur le site d'Europe Échec, donc il vous suffit de taper Europe Échec dans un moteur de recherche, vous allez tomber dessus. Et bien vous allez voir sur la page d'accueil un article qui annonce cette conférence. Donc je vais la mettre à l'écran, voilà, rapidement. Donc le thème sera donc ce sera le mardi 31 janvier le soir à 21 h. Même si vous n'êtes pas là ce soir-là, vous pouvez vous inscrire quand même, vous recevrez la vidéo plus tard. Voilà, donc c'est des conférences par contre payantes hein, pour cette fois-ci. Et justement, l'idée c'est que vous voyez toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne sont gratuites. Et si vous voulez contribuer à l'existence de ces vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire de temps en temps à ces conférences. Voilà, ça vous permet de contribuer. Donc là, le thème sera la défense est-indienne avec des parties du champion américain Hikaru Nakamura. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le site d'Europe Échec pour tomber sur cette annonce. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à faire parler de la chaîne autour de vous. Salut!